Joyeux anniversaire France-Sibéria. Et oui, 4 ans, 4 bougies, 4 ans, 4 mois plutôt, 4 mois que l'expédition France-Sibéria a commencé les amis. Un moment extraordinaire, historique, un moment historique. Et on va faire un petit peu le point ensemble, vous et moi, dans cette courte vidéo, sur tout ce qui s'est passé en fait dans le 4e mois, ou plutôt dans les 2 dernières semaines de notre expédition. La dernière vidéo de points sur France-Sibéria, c'était France-Sibéria 3 mois et demi. Souvenez-vous, j'étais au pied du Vignemale, cette montagne, qui a été le lendemain du tournage de la vidéo, mon premier 3000. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, à chaud, sous le coup de l'émotion, ce qu'a été l'ascension et l'arrivée au sommet du premier 3000 mètres de ma vie. Je vous mettrai le lien pour voir cette vidéo dans la description en bas. Et que s'est-il passé ? Et quelles conséquences physiques et psychologiques ça a sur un être humain normalement constitué de marcher 4 mois d'affilée. C'est parti, on y va, on va en parler aujourd'hui. Alors, déjà, piqûre de rappel, pour nos amis qui nous rejoignent, France-Sibéria, qu'est-ce que c'est ? France-Sibéria, une expédition, un randonneur, 3 pays, 6 mois, 4000 km. La traversée de tout le Portugal, ça c'est fait. La traversée de toute l'Espagne, ça c'est fait. Une fois arrivé en France, au lieu de foncer droit vers Paris, qui sera ma ligne d'arrivée, j'ai décidé de faire en fait une première étape de montagne, parce que je ressentais l'appel de la montagne. Par conséquent, j'ai décidé de faire le GR10. Le fameux GR10, la grande traversée des Pyrénées. Et donc là, à l'heure où je vous parle, en fait, voilà, on est en plein milieu des Pyrénées. Bien que la yourte qui soit derrière nous faisait plutôt penser à la Mongolie, mais non, c'est bien les Pyrénées, dans un endroit un peu atypique. Parce que je suis sur le plateau de Beille, dans un village en fait, une sorte de camping à thème avec yourte, tipi, cabane de trappeurs, etc. C'est super sympa. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, c'est mon jour de repos. Ah bah oui, pour marcher 6 mois d'affilée, je sais pas comment tu fais, toi, moi, je m'offre un jour de repos par semaine à peu près. J'ai essayé de réduire, mais avec un gros coup de fatigue que j'ai eu il n'y a pas longtemps, je maintiens à peu près ça, effectivement, mon jour du Seigneur. Et ça tombe aujourd'hui. Alors, un jour de repos, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est important dans la vie d'un randonneur, son jour de repos ? Se laver. J'ai pris une douche là-bas. J'ai pris une douche dans un bâtiment en dur. J'ai pu savonner, me faire tout beau, tout propre avant de tourner la vidéo. Bah oui, voilà, là je suis tout beau, tout propre pour vous. Bah oui. Ensuite, la lessive. Bah les chaussettes, hein, voilà, il faut laver les chaussettes. Le jour du Seigneur, on lave les chaussettes, c'est très important. Et puis après, se reposer, bien manger, bien boire pour se réhydrater. Et se reposer, donc ne rien foutre si possible, pour régénérer et faire du gras qu'on va perdre de toute façon la semaine qui va suivre, ne vous inquiétez pas. Il y a rarement de surpoids sur les expéditions au long cours comme ça. Alors voilà, ce 4e mois, 4 mois que je suis parti effectivement, et depuis les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben là les amis, je vous ai parlé des Pyrénées, c'est extraordinaire, je suis en plein cœur des Pyrénées, je suis en plein cœur de mon étape Pyrénées, c'est vraiment extraordinaire. J'avais très peu d'expérience montagne avant de faire cela, et c'est aussi pour ça que je suis en train de le faire. Concrètement, à part la traversée du Morvan et 4 jours de rando dans le Jura, je n'avais jamais randonné en montagne. Là les Pyrénées, pour vous donner une idée de la dimension en fait, du challenge GR10, le GR10 à lui seul, il est plus long, il est plus difficile, il est plus compliqué, il est plus technique que n'importe lequel des pays entiers que j'ai traversés. Traverser le Portugal, c'est facile par rapport à la traversée des Pyrénées. Traverser l'Espagne, c'est facile par rapport à la traversée des Pyrénées. La traversée de la France, qui sera juste le sprint final en un peu plus d'1 mois, ce sera facile par rapport à la traversée des Pyrénées. Pourquoi ? Les Pyrénées, je ne vous parle pas de traverser le col, non, je vous parle de traverser toutes les Pyrénées, de l'océan Atlantique à Hendaye jusqu'à Banyuls, ça le GR10. Et ça fait 900 km et 55 000 mètres de D+, ce qui équivaut à 1500 km en fait, de randonnée sur plat. On a un climat un petit peu, un climat de montagne, très changeant. J'ai fait des ascensions de col à des 35 degrés, en plein soleil, en déshydratation totale, asphyxié par la chaleur. Mais là, depuis quelques jours, c'est une autre histoire. Depuis quelques jours, vous voyez, on ne voit pas beaucoup le ciel bleu au-dessus là. Depuis quelques jours, les amis, dans les Pyrénées, en ce début du mois d'août 2017, l'ambiance est plutôt fraîche. Hein. Quand je vous dis ambiance fraîche, on vient de vivre 3 journées. La première, il
Il y a eu beaucoup de vent. J'ai fait une ascension à 2000 mètres à Bassiès, dans le nuage. C'est-à-dire que quand tu es dans un nuage, tu as une très forte humidité et comme un crachin perpétuel. Il y avait un très fort vent qui venait me souffler le nuage dans la gueule. Bon, c'était surtout le vent. Deuxième jour, il y a eu grosse averse, donc des trompes d'eau. Des trompes d'eau toute l'après-midi qui sont tombées. Quand tu as un équipement de pluie sérieux, une stratégie sérieuse, ça passe. Et le troisième jour, hier, j'en ai chié hier. Il y avait le vent, il y avait la pluie, et puis il y avait la température. À température, je ferai une vidéo sur la gestion thermique et sur les températures extérieures, parce que c'est un sujet à part entière en randonnée. Tu peux traverser le Portugal. La journée, il fait 40 degrés. Quand la température tombe le soir, et au Portugal, la température la plus froide que j'ai eue, c'est 14 degrés. Bah, le truc de rêve, quoi, au mois d'avril. Eh ben, quand il fait 14 degrés, alors que tu t'es pris une insolation à 40 degrés toute la journée, tu as froid. Ici, dans les Pyrénées, on a un coup de température froide, effectivement, ce sont des choses qui arrivent en montagne. Eh ben, une journée froide, ça veut dire une journée entre 4 et 8 degrés. Entre 4 et 8 degrés. La pluie, c'est un facteur difficile. Quand il n'y a que la pluie, ça passe. Le vent, c'est un facteur difficile. Combiner les deux, c'est un peu plus compliqué. Et tu rajoutes une température entre 4 et 8 degrés Celsius. Tu mets ça 3 jours de suite. Donc ta tente est trempée. Ton équipement, forcément, à un moment, prend l'humidité et devient trempé. Ça devient un tout petit peu plus difficile. Un tout petit peu plus difficile, pas plus. En fait, on passe en stratégie marche ou crève. Quand tu es trempé jusqu'aux os, parce qu'il y a un moment avec le vent, les bourrasques qui viennent te souffler sous le poncho, il y a un moment ton froc il est trempé, par capillarité ça te remonte dans les houilles, il y a un moment par capillarité ça te remonte sur le système du thorax, cœur, poumon, tout est trempé de toute façon. Et quand tout est trempé, qui fait 4 degrés avec la conduction du vent, et il continue à pleuvoir, ben là c'est marche ou crève. C'est-à-dire que tu revois tes priorités, la priorité numéro 1 c'est de ne pas crever d'hypothermie. Donc, tu marches, tu t'arrêtes pas. Une journée où tu peux te permettre de faire des pauses, en fait. Tiens, regardez, là, c'est mon ami le cheval noir qui arrive, le cheval de Mérins, parce qu'on est à côté de Mérins-le-Val, Val de Mérins, je ne m'en souviens plus. Un cheval de race très typique des Pyrénées, hein, qu'on trouve ici sur les montagnes plates. Ouais, c'est mes potes pour la soirée. On en était où? Merde, on en était où, les amis? On était dans la pluie. Ouais, voilà, la pluie, marche ou crève. Voilà, marche ou crève. Quand il fait 4 degrés, que tu es trempé et que tu as encore 2, 3, 4, 5 heures de marche avant d'arriver à l'étape, bah, je peux te dire, tous tes petits problèmes dans la vie, ils partent à la poubelle. C'est la priorité numéro 1, c'est pas tomber en hypothermie, donc tu marches. Tu marches vite, il y a des cailloux, ça glisse, c'est dur, tu marches vite. En marchant vite, tu maintiens une température corporelle suffisante pour ne pas tomber en hypothermie. Et c'est que quand tu arrives au campement le soir, bon bah là que tu te sèches effectivement, que tu réduis le rythme cardiaque, et de toute façon t'as chaud, t'es bien. Comme quand tu sors d'une piscine si tu veux. Quand tu étais trempé dans le froid, dans le vent toute la journée, quand le soir tu rentres à l'abri dans ta tente, dans une cabane, dans les montagnes, il y a cette possibilité aussi, eh bien t'as chaud. Le corps produit à fond, alors dépense de la calorie c'est sûr, mais produit à fond de la chaleur et donc t'es bien. Donc ça voilà, quand le temps est un petit peu plus difficile, ben on passe au mode marche ou crève. Et pour le moral, ça pourrait être un petit peu dur, mais j'ai mon astuce. Comment faire pour ne pas déprimer quand il pleut, les amis? Eh ouais, moi j'ai toujours mes lunettes de soleil sur le dessus du crâne. Il y a un cheval qui me regarde dans les yeux avec les oreilles en arrière en grognant. Bon, ça va. J'ai toujours mes lunettes de soleil sur le dessus de la tête. De cette façon, j'ai toujours un contact physique avec elles. Même quand je me prends 3 jours un petit peu froid, ou même à 4 degrés avec de la pluie et du vent, je sais que le soleil va revenir. Et elle, là-haut, mes petites copines, mon antidépresseur, elle me la rappelle. Ce qui fait que le moral, ça tient bien. On a vu un petit point météo, voilà, où la montagne, bah, c'est pas toujours le Club Med, hein, mais on est aussi là pour jouer à marche ou crève. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement également? Alors, la traversée des Pyrénées, les amis, c'est un bonheur, une merveille constante, chaque jour une merveille. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au pied du Vignemale.
Ensuite, je suis redescendu vers le cirque de Gavarnie avec la plus haute cascade d'Europe, un site, mais un spot extraordinaire. Ensuite, la réserve naturelle du Néouviel. Je vais vous citer que les quelques grands spots, mais chaque jour une merveille à nouveau. Le Néouviel, t'arrives, il y a un truc qui te choque. J'ai entendu le silence, les amis, au Néouviel. Je vais mettre le lien de ma vidéo, le silence du Néouviel, d'ailleurs en bas dans la description ici. J'ai entendu le silence, c'est-à-dire que tu n'as plus aucun bruit à moteur, tu n'as plus personne, tu n'as pas un avion qui passe au-dessus de toi, tu arrives dans une vallée avec un lac, tu entends le silence. Bah, depuis le ventre de ma maman, je ne suis pas sûr que j'avais entendu le silence aussi complet, quoi. Et t'entends le battement de moineaux à 20 mètres, c'est extraordinaire. Ensuite, d'autres moments extraordinaires, la traversée de l'Ariège. L'Ariège et ses énormes forêts de hêtres dans lesquelles j'ai eu la chance de rencontrer l'un de ses habitants les plus connus, l'ours. Allez voir si vous ne l'avez pas vu ma vidéo, mon premier ours, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ça, dans la vie d'un être humain au 3e millénaire, oh là. Ouais bah c'est bon les gars, je tourne une vidéo quoi. Ouais les chevaux ils grognent là, tu vois, je sais pas si tu vois, ils me regardent d'un air vénère. Ils sont deux à grogner en mettant leurs oreilles sur l'arrière. Ça se trouve je suis assis sur leur herbe, leur touffe d'herbe. Bon bah ma foi on va les laisser un peu tranquilles. Rencontre avec un ours pour un humain du 3e millénaire salarié du tertiaire, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une des seules fois de ta vie où tu vas te rendre compte que tu n'es pas parfaitement au sommet de la chaîne alimentaire. Et quand tu es enfermé dans une petite tente, qui est une boîte de sardines pour un ours, engoncé dans ton duvet, tu as une grosse larve où tu ne peux plus bouger, tu n'as plus de bras, tu n'as plus de jambes, tu as juste une grosse larve, avec tu entends son souffle de l'autre côté de la paroi de nylon de 2/10 de millimètre de ta tente, ouais, c'est là un moment de réflexion assez intéressant sur sa vie, le monde et la chaîne alimentaire. Surtout la chaîne alimentaire. Ensuite, suite aux forêts de l'Ariège, je suis ici, voilà, à la fin de l'Ariège, bientôt maintenant les Pyrénées-Orientales, extraordinaire, France-Sibéria avance. Et en termes de rythme, justement, ouais, j'ai passé à un autre rythme. Première expérience de montagne, au début je faisais 15, 18, 20 km maximum par jour avec des dénivelés qui n'étaient pas extraordinaires. Là, j'ai fait une semaine, la semaine des marathons. Tous les jours, en gros, 25 km, 2000 mètres de D+, ce qui fait un équivalent 45 km à plat. Plus les chocs articulaires, en fait, sur la descente. Donc ça fait une semaine assez intéressante que j'ai appelée la semaine des marathons, au cours de laquelle, en plus, j'ai passé 2 presque nuits blanches. La première, parce que j'ai croisé mon ami l'ours, danse avec les ours, ça y est, je l'ai fait. Et la deuxième, parce que j'ai eu une indigestion alimentaire, j'ai dégueulé toute la nuit. Et après, il y a eu un autre phénomène que je connais que d'ici dans les Pyrénées, en fait, les orages. Un orage, moi je suis bourguignon, je suis né champenois et bourguignon d'adoption en ce moment. Et un orage, typiquement, voilà, ça passe, ça dure, ça pète, il y a des éclairs et puis ça passe. Dans les Pyrénées, quand un orage est pris dans un cirque, dans une vallée, entre des sommets, eh ben, je me suis tapé un orage, pour une deuxième fois, un orage qui a duré 5 ou 6 heures d'affilée juste au-dessus de moi, donc de quoi pourrir à la fin de la nuit. J'étais un peu fatigué, donc là j'ai réduit un tout petit peu les kilomètres pour me refaire, j'ai perdu du poids du coup, donc je me refais en ralentissant un petit peu, et puis fin des Pyrénées, je repartirai à fond, et après il n'y aura plus que la traversée de la France. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement? Tu mets ton costard, ta cravate dans ton placard, tu pars marcher 4 mois, qu'est-ce que ça fait? Tu as la super forme. Fais du sport 3 fois par semaine mon ami, tu vas avoir la forme. Fais du sport 6 fois par semaine, par exemple en marchant 30 km tous les jours pendant 6 jours, tu vas avoir la super forme, tu vas devenir inarrêtable. Inarrêtable. Ça, c'est extraordinaire. Donc physiquement, la forme, les muscles se construisent. J'avais déjà pris du mollet, mais avec les Pyrénées, j'ai pris encore un tour de mollet, un tour de cuisse. Le corps se construit là où il faut. Et ensuite, psychologiquement, je suis inarrêtable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si
me suivre dans cette aventure de France-Sibéria et dans les prochaines aventures t'intéressent, ma foi, n'hésite pas à t'abonner. Suis-moi sur YouTube, David Blondeau, B-L-O-N-D-E-A-U. Ou suis-moi sur Facebook, j'ai mis un Facebook public où je publie effectivement un contenu assez similaire, David Blondeau à nouveau. Et puis, ma foi, je t'emmènerai jusqu'à Notre-Dame de Paris en octobre pour cette expédition France-Sibéria. Et il y en aura d'autres. On fera le tour du monde ensemble, tu vas voir, ça va être pas mal. Allez, à très bientôt les amis sur une nouvelle vidéo. Salut!